Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à Cotonou au Bénin pour parler de l'élection présidentielle de ce dimanche 12 avril 2026. Nous sommes au pied du monument de l'Amazone à Cotonou, en plein cœur de la capitale économique béninoise. Pour cette élection présidentielle de ce dimanche, deux candidats en lice. D'un côté, Romuald Wadani, candidat du pouvoir, et de l'autre côté, Paul Humpé, candidat de l'opposition dite modérée, les FCBE. Les deux candidats ont présenté leur projet de société à la population. Les différents acteurs suivent de près les élections dans le pays et surtout s'interrogent sur l'avenir du pays après les élections générales de ce dimanche. On en parle justement avec Jean-Baptiste Elias. Vous êtes acteur de la société civile. Jean-Baptiste Elias, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. On en parle également sur ce plateau avec Nelly Dodjinou. Bonjour Nelly, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une femme, vous êtes engagée sur les questions de leadership féminin, mais aussi sur les questions de droits humains, de démocratie et de bonne gouvernance. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs ou téléspectateurs de la WAD. Merci de nous avoir invités. On est également avec Arthur Togba. Arthur, vous êtes un jeune, vous êtes très engagé, vous suivez également de près l'actualité au Bénin. Arthur Togba, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif de la discussion. Je commence par vous, Jean-Baptiste Elias. D'abord, quel est le regard que vous portez sur les élections de façon générale, les élections organisées dans votre pays, le Bénin? Le regard que la société civile que je représente sur ce plateau porte sur les élections en général et l'état de la démocratie et des droits de l'homme en particulier, ce regard est caractérisé par une profonde inquiétude. En effet, il y a 10 ans, en 2016, nous avons connu pour ces élections 33 candidats. Et cette fois-ci, on en a 2, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a donc un problème qui se pose et tout au long de ce débat, nous allons en parler. Mais si je reviens spécifiquement au regard de la société civile sur l'état de la démocratie et des droits de l'homme, je dirais que ce regard est caractérisé par une profonde inquiétude et une critique constructive des réformes politiques et institutionnelles engagées ces dernières années. Nous avons d'abord un problème de rétrécissement de l'espace civique. Les organisations de la société civile déplorent une réduction drastique de la liberté d'expression. Les lois encadrant le numérique et le droit de grève sont souvent pointées du doigt comme des outils de musellement. Le système électoral non inclusif est au rendez-vous. Les réformes du système partisan et le code électoral ont souvent été perçus comme un moyen d'exclure certaines franges de l'opposition. La justice et la détention. Nous avons des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent l'instrumentalisation présumée de certaines juridictions spécialisées, entre autres la CRIET, par exemple, à des fins de poursuites politiques entraînant l'incarcération ou l'exil des figures de la société civile ou de l'opposition politique. Enfin, le sentiment populaire du recul. Les enquêtes d'opinion d'Afrobaromètre révèlent qu'une majorité des Béninois estiment que la démocratie a perdu du terrain et que les libertés fondamentales se sont fragilisées. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que nous avons comme regard au niveau de la société civile face à la démocratie et l'état des droits au Bénin. Et bien sûr, la démocratie, l'état de droit au Bénin, on en reparlera. Jean-Baptiste Elias, je me tourne maintenant vers vous, Nelly Dodjinou. Est-ce que vous vous sentez concerné par justement les élections dans votre pays? La campagne électorale prend fin dans quelques heures justement. Il y a bien sûr une femme qui accompagne le candidat du pouvoir, une femme sur le terrain, une femme qui est également engagée. Mais est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez concerné? Bien sûr, je me sens concernée parce que, comme l'a dit tout à l'heure, nous nous sommes retrouvés à une minorité. Je ne sais pas si c'est vraiment représentative de ce que devait être une élection. D'abord, pendant le processus qui va amener au choix ou bien à l'imposition des deux, pas à l'imposition,
à la déclaration de candidature des deux, moi j'avais reproché déjà à la gente féminine béninoise de ne pas pouvoir se positionner. Je prends l'exemple du parti LD. Au moment où on préparait les candidatures, le parti quand même a eu l'ingénieuse idée d'ouvrir une liste de candidatures, le dépôt des dossiers pour celles ou ceux qui désiraient quand même briguer à la magistrature suprême. Mais à l'arrivée, nous avons eu plus d'une quarantaine de dépôts de dossiers. Il n'y a pas eu de femme, pas une seule femme qui prétendent quand même aller à la conquête de ce poste-là aussi prestigieux. Pas parce que il n'y en a pas à l'interne. Et là, je me posais la question de savoir tout le travail de leadership féminin, d'engagement politique citoyen, là, tout le travail qui a été fait depuis des décennies avec la société civile. On se demande, est-ce que vraiment le travail porte ses fruits? Est-ce que c'est vraiment le contexte actuel? C'est vrai, le contexte actuel est un peu difficile, le doyen l'a décrit tout à l'heure, mais nous en tant que femmes, parce que c'est là, je reviens, je vous dis que je me sens engagée, c'est parce que ça nous amène à réfléchir. La réflexion, c'est quoi? Est-ce que tous les programmes portés par la société civile en ce qui concerne le leadership féminin en politique, l'engagement féminin en politique, est-ce que tous ces programmes-là arrivent vraiment à porter les fruits? C'est là toute la question et c'est là toute la réflexion. Est-ce que nous menons à bien nos programmes, nos différents programmes, pour que, à une élection présidentielle, après 10 ans de gouvernance, qu'en dehors de celle qui était déjà la vice-présidente de l'ancien président, qu'elle soit la seule à être reconduite? Donc, je me pose également cette question, pourquoi en est-on arrivé à ce point-là? Donc, c'est la lecture de façon générale que je me fais, mais ce n'est pas pour dire que celle qui est la deuxième ou bien la colistière du candidat Romuald Wardani n'est pas méritante. Hein. Elle a eu aussi son parcours militant. Elle a occupé des postes électifs avant de se retrouver également à ce poste de vice-présidente. Et forcément, sauf s'il y a cataclysme, elle sera reconduite également à son poste. On aura l'occasion de revenir également sur le challenge, les défis et les attentes justement des femmes. Je me tourne maintenant vers vous, Arthur Togba. Alors, est-ce que vous vous sentez intéressé? Est-ce que justement tout ce qui se passe vous parle, vous en tant que jeune, qui vous est intéressé justement aux questions de politique, de démocratie dans votre pays? En tant que jeune, en tant que bon citoyen, en tant qu'un jeune soucieux justement de l'avenir de son pays, il est normal, légitime que je m'intéresse à tout ce qui se passe comme action politique dans le pays. Pour revenir sur quelques détails en ce qui concerne l'État démocratique en République du Bénin ou encore sur la question un rapport à la gente féminine, pour ma part, je pense que la démocratie au Bénin ne peut pas être totalement peint en noir, parce que ce n'est pas parce qu'on parle de démocratie qu'on va se permettre, on est d'accord, de dire tout ce qu'on veut sans pour autant avoir, on est d'accord, des raisons fiables, des raisons concrètes, des preuves palpables pour pouvoir justifier ce qu'on dit. La belle preuve, il y en a quand même en République du Bénin qui ont gagné, on est d'accord, des procès. Quand vous arrivez justement à donner, on est d'accord, les raisons pour lesquelles justement vous défendez tel ou tel point de vue, vous en sortez. Dans le cas contraire, c'est normal qu'on vous mette au cachot. En ce qui concerne, on est d'accord, la question est un rapport à la gente féminine. Je pense que le problème se situe au niveau des femmes elles-mêmes. Aujourd'hui, on parle de discrimination positive. Moi, je me dis, mais il y a un véritable problème, parce que si les femmes, éventuellement, ont la possibilité d'avoir derrière elles un monde, pourquoi parlerait-on de discrimination positive, ou pourquoi on va se retrouver dans une posture de tout le temps en griffe, donner une sorte de favoritisme à la gente féminine? Moi, je pense que le problème de la femme, ce sont les femmes elles-mêmes. Justement, pour vous jeunes, justement, ce qui vous concerne également concrètement, est-ce que vous vous sentez impliqué? On a souvent parlé de certaines politiques pour les jeunes, alors est-ce que tout cela vous parle?
Et bien sûr que ça me parle énormément en tant que jeune, pour ne plus revenir sur les histoires de cybercriminalité arrivée du Bénin, où beaucoup de jeunes sont incarcérés et tout ce qui tourne autour de ça. Il est vrai que la problématique de jeunes, l'employabilité arrivée du Bénin, ça reste encore énormément. Mais il y a quand même des pistes de solutions, il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites pour que ce problème d'employabilité-là puisse quand même être résolu, même si ce n'est pas à 100%, eh bien, à 115 ou à 80%. Donc, pour ma part, je pense que les jeunes au Bénin ne sont pas encore totalement épanouis. Je vais dire certains jeunes. Il y en a quand même qui s'en sortent. La prière, eh bien, c'est qu'on arrive justement à faire valoir les capacités intellectuelles ou encore, je vais dire, sociétales des jeunes, afin qu'ils puissent justement se faire un nom dans le pays et contribuer justement à la prospérité, au développement de la nation. Je reviens vers vous, Jean-Baptiste Elias. Alors finalement, ça peut être quoi déjà l'enjeu de cette élection présidentielle, avant de revenir encore sur l'état de la démocratie et comment maintenir la stabilité politique dans le pays? Ça peut être quoi, selon vous, acteurs de la société civile, l'enjeu de la présidentielle de ce 12 avril? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu? Puisque la compétition telle que nous la connaissons n'est pas au rendez-vous. Il n'y a que 2 candidats. Et les 2 candidats, avant d'être acceptés par les autorités, ont reçu le parrainage d'un même camp. À partir de cet instant, on ne peut plus parler d'enjeu. Tout le monde sait désormais où se situe le mal, mais chacun essaie de faire un peu, de feindre de ne pas savoir ce qui se passe. Les 2 candidats sont parrainés par le même camp. Vous imaginez que le camp gagnant puisse parrainer quelqu'un qui va bousculer son vrai candidat, quel que soit ce que nous voyons comme campagne électorale aujourd'hui sur le terrain. La plupart des Béninois savent déjà quel sera le résultat. Et voilà pourquoi l'enjeu aujourd'hui, pour certains, en tout cas pour la majorité de ceux qui sont au pouvoir, c'est le taux de participation. C'est ça le vrai problème, c'est ça l'enjeu. En fait, il n'y a pas d'enjeu pour les candidats, tout le monde sait où ira, n'est-ce pas, le résultat. Et maintenant, à quelle proportion on aura ce résultat, c'est ça le problème. Vous vous entendez, tout le monde sort pour dire il faut sortir pour aller voter, il faut sortir pour aller voter, parce que les gens veulent qu'il y ait un taux de participation assez élevé. Mais les responsables au niveau du Bénin ne font pas l'analyse réelle de ce pourquoi il y a abstention. Il y a scientifiquement des raisons qui expliquent l'abstention. Mais ne pas chercher à savoir ces raisons, ne pas chercher à les corriger et dire seulement aux gens sortez pour aller voter, ben, nous souhaitons qu'au soir du 12 avril 2026, qu'on puisse voir clair dans le résultat. Mais ce qui est certain, c'est qu'au Bénin, le vote n'est pas obligatoire. Même s'il y a 1% de ceux qui sont sur la liste électorale qui votent, eh bien, on va comptabiliser ce vote et le premier sera déclaré président de la République. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu que tout le monde pense, c'est le taux de participation et c'est au soir du 12 avril 2026 qu'on saura quel est le taux de participation réel. Nelly Dojino, vous disiez justement que vous aurez aimé voir plus de femmes à cette élection présidentielle. Vous aurez aimé voir des femmes candidates et vous aurez aimé voir des femmes se frayer un chemin, être devant de la scène politique, ce qui n'est pas encore forcément le cas au Bénin, ce qui n'est pas le cas pour cette élection présidentielle, même comme il y a une dame quand même, Talata, qui accompagne le candidat du pouvoir, Romuald de Wadani. Alors finalement, qu'est-ce qui vous intéresse, femmes, à cette élection présidentielle? Il y a quand même un programme qui a été développé par les différents candidats pour les femmes. Qu'est-ce qui vous intéresse finalement à cette élection? Qu'est-ce que vous suivez concrètement? Concrètement, pour la présidentielle en cours, oui, chaque candidat a fait savoir ses intentions, son projet de société en ce qui concerne chaque compartiment de notre pays, les jeunes, les travailleurs, les femmes, la santé, l'éducation, un peu de tout. Mais quand nous regardons ce qui est proposé
pour accompagner la gente féminine. C'est resté toujours le classique, ce qu'on entend souvent, l'amélioration du panier de la ménagère, l'autonomisation de la femme. Il faut accepter, il faut reconnaître que pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup de programmes d'autonomisation de la femme, les microcrédits aux plus pauvres. Non, je pense que le débat n'est plus là. C'est le leadership féminin. Comment on arrive à positionner la femme dans l'écosystème dans lequel nous sommes politiques pour qu'elle puisse avancer. J'ai entendu dire tout à l'heure, oui, c'est la cause des femmes, elles-mêmes, elles n'ont qu'à s'apprendre à elles parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Mais la réalité sur le terrain, c'est tout autre. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons eu assez de programmes et quand vous voyez tout le travail fait par la société civile, il y a eu même les agendas qui sont proposés, il y a eu même l'annuaire, si je peux dire, des compétences. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a répété que dans le monde du travail, on a de la peine à nommer les femmes, il y a moins de femmes ingénieurs et il s'est avéré que quand on a élaborer l'annuaire des compétences, on a autant de femmes ingénieurs que d'hommes. C'est-à-dire que les femmes, elles sont disponibles à étudier, elles sont disponibles à donner le meilleur d'elles-mêmes quand il s'agit d'aller acquérir le savoir au même titre que les hommes. Mais c'est dans le positionnement. Et dans le positionnement, nous restons dans un système où ce n'est pas que nous, en dehors de quelques pays africains qui essaient quand même de créer l'espace pour que la femme puisse vraiment se positionner. Nous restons dans un système où le pouvoir est encore aux mains des hommes. Le pouvoir de nomination, c'est le président de la République qui l'a. Et vous voyez dans son gouvernement pendant les 10 ans, le taux de femmes qui se trouvent dans son gouvernement avec les promesses faites avant la prise de pouvoir, nous n'avons pas dépassé 6 femmes dans le gouvernement du président Patrice Talon. Donc pour quelqu'un, et je peux vous rassurer sur quelques points, la prise de certaines lois, qu'il a l'air d'être un féministe, quelqu'un qui se bat pour la cause féminine, mais dans les actes, nous remarquons toujours qu'il y a une grande différence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et par rapport à ces élections, nous l'avons constaté, sur le terrain, il n'y a qu'une seule femme. Mais dans la mobilisation, vous voyez dans les rangs de celles qui sont mobilisées, c'est toujours les femmes en majorité. C'est-à-dire que le rôle classique qui leur confié depuis la lune des temps, c'est d'être dans la mobilisation. On vous dit, lorsqu'on vous dit amenez-moi 100 femmes, amenez-moi 1000 femmes, c'est que vous êtes déjà autrement considéré. Et ce rôle, il faut vous en contenter. Et on est resté dans ce système-là. Tout à l'heure, j'ai dénoncé également le leadership qui a manqué dans ces élections. Au moins, moi, j'aurais aimé avoir 2, 3, 4 femmes, 10 femmes dire nous sommes prêtes, nous avons été outillés, préparés depuis des années. On peut aller aux élections, on peut ne pas gagner. Le challenge, c'est de vivre ces élections, c'est d'arriver à apprendre qu'est-ce que c'est que la mobilisation sur le terrain, la communication politique sur le terrain, comment on arrive à convaincre les gens. C'est tout un apprentissage, c'est aussi une occasion d'apprentissage. Mais malheureusement, on s'est retrouvé qu'avec la seule femme qui était déjà dans l'arène. Donc, à l'avenir, moi, j'aurais souhaité, parce que le régime, les régimes que nous avons connu toutes sortes de régimes au Bénin déjà. On a connu la dictature, nous avons connu la révolution, nous avons tout connu, Et nous avons décidé en 90 d'aller d'expérimenter un autre régime, celui qui est la démocratie. Quoi qu'on dise, ce que nous constatons, la gouvernance actuelle concernant la démocratie, elle a ses failles, elle a ses limites, elle a tout ce qu'on peut lui reprocher. Moi, je pense qu'elle reste le régime dans lequel la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, de penser, la liberté, même les droits humains, c'est ce système-là qui garantit. Il peut y avoir violation, mais je pense que dans ce système, il y a toujours des mécanismes qui sont prévus pour freiner, dénoncer toute violation aux droits humains. Malgré tout, moi, je pense qu'on doit y travailler. Oui, si nous allons nous remémorer notre passé glorieux quant à la gestion, quant à la gouvernance démocratique, où on se disait être le miroir de la démocratie, où on se disait être la pionnière ou bien, et puis on est là à rivaliser les 2 places avec le Sénégal, nous avons reculé. Nous avons reculé parce qu'à la tête
des démocraties, ce sont les hommes qui gouvernent. Ce sont les humains et chaque homme vient avec ses tempéraments, sa manière de gérer et les institutions ou les mécanismes qui ne tiennent pas face à cet individu. Vous pouvez prendre l'exemple on va prendre l'exemple des États-Unis face à tout ce que vous voyez aujourd'hui. Malgré ça, il y a des mécanismes qui freinent la puissance ou bien le fort tempérament d'un président. Il y a les juridictions fédérales qui disent non, votre arrêt ou bien votre décret que vous avez pris, nous l'annulons. Ça, ce sont des mécanismes. Ou face, ce sera le Sénat. Malheureusement, encore chez nous, nous sommes dans cet apprentissage-là et on se dit dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons encore apprécier ce qu'on est en train de nous proposer aujourd'hui. Alors, que suivez-vous particulièrement, vous également jeune, Arthur, à cette élection au Bénin? Qu'est-ce que vous suivez particulièrement? Alors, il y a quand même un programme qui met les jeunes au cœur, présenté par les différents candidats à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous suivez de près? Alors, merci beaucoup. Je tiens à notifier, avant de répondre à votre question, que c'est sous le règne du président Patrice Talon qu'un quota officiel a été, je vais dire, donné pour que les femmes puissent d'une manière ou d'une autre avoir un quota précis. Et je voudrais également repréciser qu'avant l'échéance ou encore moins avant les histoires de dépôt de dossiers et tout ce qui tourne autour de ça, il y a une loi qui a exigé que chaque parti, tout parti voulant aller aux élections doit pouvoir avoir un tel nombre de parrainages et tout ce qui tourne autour de ça. Les partis qui ont pu respecter, qui ont pu obtenir, on est d'accord, qui ont pu obtenir ces conditions-là sont bien entendu, je vais dire, en liste pour la prochaine échéance. Je pense que ces deux aspects font taire déjà quelques polémiques. Et pour revenir maintenant à votre question, pour ma part, quand j'écoute les deux candidats, que ce soit le candidat de la mouvance présidentielle ou encore le candidat de l'opposition modérée, il y a un seul aspect qui, moi, m'intéresse, c'est ce qu'ils veulent faire pour les jeunes. C'est ça qui m'intéresse parce que je suis jeune. Ils veulent faire quoi pour les jeunes? Quand j'écoute le candidat de la mouvance, Romuald Wadayi, avec les tournées qu'il a eu à organiser, des échanges, des entretiens avec des jeunes et tout ce qui tourne autour de ça. Moi, quand même, je vois en lui un homme qui veut être proche, on est d'accord, des réalités que vivent les citoyens de son pays. Et ça fait partie déjà des points sur lesquels moi, en griffe, je me dis, bon, c'est peut-être le candidat idéal. Quand je vois le candidat de l'opposition modérée, Paul Rompé, je n'ai pas encore, ça c'est moi, je n'ai pas encore senti réellement ce qu'il veut faire pour les jeunes. J'entends, il parle de oui, aujourd'hui, désormais, voilà, on va reverser les AME, on va... le coût d'aileron sera à 750. En fait, moi, je n'ai pas encore réellement senti ce qu'il veut faire. On est d'accord pour les jeunes. Donc, en tant que jeune, pour moi, celui qui vraisemblablement, ou celui qui touche un peu à la question des jeunes, pour moi, c'est le candidat de la mouvance, Romuald Wadayi. Je vous donne la parole, justement, Nelly. Quelles sont vos attentes concrètement en tant que femme? On a entendu Arthur, justement, parler de lui, ses attentes par rapport au programme qui doivent toucher les jeunes, qui ont été développés, les différents programmes. Il se retrouve un peu, il attend par rapport à certains points. Alors vous, quelles sont vos attentes? Où est-ce que vous aimeriez voir les femmes dans cette démocratie béninoise? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Quand je prends mon âge, je suis encore dans la tranche de la jeunesse. Et je tiens à opiner d'abord sur ce premier point avant de revenir aux attentes des femmes. Allez-y. Vous savez, j'ai lu les programmes. Quand on est jeune béninois, on ne peut pas s'enorgueillir de ce qui est proposé. Si vous observez le monde, ceux qui tiennent, parce que l'avenir, la jeunesse c'est le fer de lance d'une nation. L'avenir c'est la jeunesse. Et dans ce qu'on nous propose,
c'est que je ne vois pas l'avenir de la jeunesse dans ce qui est fait. Nous aimons surfer sur le présent. Voilà. Ce qu'on oublie, c'est que la communication politique a un but, a un gain à en tirer. Je vous dis ce dont vous avez envie d'entendre pour adhérer à ma vision. C'est ce que c'est que la communication politique. Mais la vision, l'objectif, moi je ne vois pas ancré dans les différents programmes depuis quelques décennies. Et le monde nous démontre que l'éducation est le cœur, c'est le centre même de l'avenir de toute une nation. On est encore dans un pays qui est en voie de développement, en train de former des technocrates où il n'y a que le discours qui compte, le beau parleur, celui qui sait bien parler français avec éloquence. Oui, c'est bon pour les cours des tribunaux d'avoir de l'éloquence, mais dans la réalité des faits, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous arrivons à progresser? Est-ce que nous arrivons vraiment à impulser le développement? Pour pouvoir exister dans le Conseil des Nations, pour pouvoir exister dans le Conseil des Nations, c'est qu'il faut former des ingénieurs. Un pays a besoin de faire travailler sa jeunesse de ses mains. Il faut que nous revoyions le système éducatif. Le système éducatif, moi, je ne l'ai pas vu au cœur vraiment des programmes. Qu'est-ce que nous proposons comme programme de formation à nos jeunes pour que dans l'avenir, ils puissent s'imposer sur le marché international de l'emploi. L'emploi est planétaire aujourd'hui. Oui, on nous a parlé de l'IA, de ceci. Vous n'avez pas encore fini de régler le problème de l'agriculture, la mécanisation de l'agriculture. Nous n'avons pas encore fini de régler le problème de la production, de la transformation agricole. C'est-à-dire que ce que nous produisons même, nous n'arrivons même pas à transformer ne serait-ce que les 2%. Donc, l'imaginaire où on dit oui, c'est bon pour nous. C'est-à-dire que nous vivons comme si nous étions dans du virtuel, sur les réseaux sociaux où le bling-bling, tout est beau, ça nous convient. Non! Le vrai problème pour la jeunesse aujourd'hui, quelle est l'éducation, quelle est la formation qu'il faut pour que nous existons? Quel est le contexte, quelle est la vision économique que nous avons pour former des acteurs, pour former des jeunes, pour pouvoir entrer dans cette vision? Nous voulons être quelle nation? De production agricole? Nous voulons avoir une raffinerie pour ne serait-ce que raffiner les 10% ou les 2% du pétrole nigérien. Nous voulons avoir des filières cacao. C'est vrai, nous ne produisons pas du cacao, mais il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire qui sont des producteurs. Nous pouvons nous positionner. C'est en fonction de cela que nous formons notre jeunesse. Nous leur donnons la formation adaptée pour qu'ils se sentent mieux, à ne pas être dans des stages à longueur de journée où des gens sont payés à 30 000 francs. C'est ça, moi, ma préoccupation pour les enjeux en tant que jeune, c'est ça. Quel est l'avenir? Aujourd'hui, oui, c'est bon, le discours, ça nous convient, c'est beau. Mais l'avenir, je ne pense pas que les deux candidats aient vraiment pensé. Et quand on parle de l'éducation, le confort de l'enseignant est important. C'est lui qui transmet le savoir. Il ne peut pas être dans des conditions de misère et arriver à tenir la main. Quand on veut intervenir en public, n'ayons pas ayons le triomphe modeste de traiter l'autre comme l'autre capable de réflexion, capable d'apporter des solutions. Et pour revenir aux causes, et pour revenir aux attentes des femmes rapidement. Aux attentes des femmes. En tant que femmes, nous avons de nombreuses attentes. Elles sont légitimes, elles sont légales aussi. Elles sont sociétales, elles sont économiques. Quand je prends l'économie, oui, nous sommes la cheville ouvrière de l'économie. Moi, je suis de Porto Novo et je connais le flux chaque matin qui va vers Cotonou pour aller faire des affaires. Je sais combien de frontières Porto Novo partage avec le Nigeria. Donc, elles sont déjà debout, déjà à 4h, à 3h du matin pour porter l'économie du pays. La question que je me pose, qu'est-ce qu'on fait pour les renforcer dans leur gestion économique? Comment on facilite leur vie, ne serait-ce que dans le transit des fonds financiers pour moins de risques pour elles? L'attente, c'est aussi le leadership, on en parle, mais il faut que les actes accompagnent. Quand on nomme un conseil des ministres, on en nomme combien? Je sais que depuis peu, on essaie de faire la promotion, mais ce n'est pas suffisant. Et les attentes, c'est que j'aurais souhaité, dans le gouvernement qui va venir s'installer, nous n'allons pas exiger égalité, mais que le taux soit élevé. Et que celles qui seront nommées ou ceux qui seront nommés dans leur ministère puissent aussi se permettre puissent aussi permettre à d'autres femmes
ayant la compétence. Parce que moi, je ne suis pas pour simplement parce que je suis femme, on me nomme. On me nomme parce que j'ai une compétence. On me nomme parce que j'ai du contenu, j'ai quelque chose à faire valoir. Et si nous arrivons à faire ça, on pourra réussir. Les attentes sont là. Et aussi les attentes, c'est les violences faites aux femmes. Hein. Ça doit rester au cœur de tous les agendas, de tout gouvernant. Parce que la violence détruit les vies, empêche les filles d'avancer, empêche les filles d'aller à l'école. La violence empêche tout le système parce que la santé mentale accompagne tout ce qui va rester. Ça fait que nous avons besoin d'un président qui met au cœur de toutes ses activités, de son programme, de sa gouvernance, le bien-être de la femme et de son accompagnement. On va faire cette fois un dernier tour de table. Je vais vous donner encore la parole une dernière fois à tout un chacun. On est déjà entré justement dans les projections. Je le disais encore, la présidentielle au Bénin, c'est le 12 avril, ce dimanche. Après ce 12 avril, il y aura justement une nouvelle page qui va s'ouvrir pour l'histoire du Bénin. Alors, je vais commencer par vous, Jean-Baptiste Elias, et on va certainement terminer par là. Quel avenir pour la démocratie béninoise, Jean-Baptiste Elias? Le pays a connu une tentative de coup d'État qui a secoué un peu la stabilité politique. On va rappeler que depuis la conférence des années 90, le Bénin a quand même connu une grande stabilité politique. Il y a eu cette tentative de coup d'État-là. Vous parlez au début de votre propos des élections présidentielles dans le passé où il y avait des dizaines de candidats et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 2 candidats. Le pays a connu également de nombreuses réformes. Et justement, quel avenir pour la démocratie béninoise après l'élection de ce dimanche 12 avril 2026 ? Avant de répondre concrètement à votre question, je vais dire 2 mots. Le premier concerne les projets de société des candidats. Un éminent politicien béninois a dit « Les projets de société des candidats à l'élection présidentielle n'engagent que ceux qui y croient. » Sur ce plateau, j'ai entendu dire que voilà, il y a des candidats, des projets de candidats d'ici, il va faire ci, il va faire ça, etc. J'invite tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui sont intéressés de prendre toutes les séquences radiophoniques ou télévisuelles de tout ce que les candidats ont dit au cours de leur campagne électorale, de les comparer avec le contenu de leur projet de société. À titre d'exemple, le dernier président qui est en place aujourd'hui et qui va céder son fauteuil en mai 2026 a fait 198 promesses électorales avant son élection. Voici le document. Sur les 198 promesses électorales faites dans 18 domaines, les domaines sont là. Un an après, les organisations de la société civile ont essayé d'évaluer. Je ne vous dis pas le résultat. Le jeune qui est sur le plateau n'a qu'à faire l'exercice et nous serons heureux qu'il nous communique un an après la mise en place du nouveau président, quel que soit celui qui sera élu, si ces promesses seront respectées. Alors Jean-Baptiste Elias, dites-nous, c'est quoi le résultat, vous qui avez parcouru le document, dites-nous, c'est quoi le résultat que vous avez obtenu? Non, je ne vais pas le dire, puisque nous avons un jeune qui est sur le plateau et qui a tellement intéressé. Mais bien sûr, on lui donnera la parole. On lui donnera la parole, mais vous dites-nous combien de promesses ont été respectées sur les 198. Je ne dirai pas. Deuxième chose, ça concerne la jeunesse. On dit nous les jeunes, nous les jeunes, nous les jeunes. Et sur les éléments de campagne, on dit c'est la première fois qu'un jeune va gouverner le pays. Là également, il faudrait mettre un bémol. Dans les 2 candidats qui sont en liste, il y a un qui a 49 ans, il y a l'autre qui a 52 ans. Parfait. On dit c'est la jeunesse. 54. Ah, 54 même, 54. Merci beaucoup. Donc 49 ans et 54 ans. Paul Humpel. On dit c'est la jeunesse. Moi j'appelle le nom des personnes. C'est la jeunesse, c'est la première fois qu'un jeune va gouverner le pays. Mais ce n'est pas vrai. En 1960, le président Hubert Maga est arrivé au pouvoir, président de la République à 44 ans. Ce n'est pas fini. En 1972, le président Mathieu Kérékou est arrivé au pouvoir, président de la République à 39 ans. Donc on cesse de dire
que c'est la première fois qu'un jeune va gouverner le pays. Il y a 2 jeunes avant. Donc qu'on ne dise plus, pour mentir au peuple, que c'est la première fois qu'un jeune va gouverner le pays. Alors Jean-Baptiste Elias, avant de vous laisser progresser, quand on voit un peu dans la région ouest africaine qu'il y a de plus en plus de présidents qui sont dans la quarantaine, on pense notamment au Sénégal mais également dans d'autres pays. Alors est-ce qu'on peut penser que quand on a 49 ans et qu'on est élu président de la République, est-ce qu'on peut penser qu'on est plus du côté des jeunes que des personnes du 3e âge? Moi je n'ai pas de réponse à ça. C'est tout ce que j'entends dire. C'est la première fois qu'un jeune va gouverner le pays. Alors vous, qui me société permet civile, de dire qu'il y en a eu 2 avant, c'est tout. Quand des personnes qui sont dans la quarantaine arrivent au pouvoir, qu'est-ce que vous pensez, vous, société civile? Est-ce qu'on peut les mettre dans la tranche de la jeunesse? Bien sûr, puisque la jeunesse va de 7 ans à 77 ans. Mais quand on dit que, bon, je ne sais pas ceux qui le disent, quelle est la limite qu'ils mettent. Sinon, c'est de 7 à 77 ans qu'on dit que c'est les jeunes. Allez-y voir un peu au niveau soviétique. C'était ça à l'époque, on dit, les jeunes sont de 7 à 77 ans. Bon. Maintenant, nous avons une catégorie qui estime que non, la jeunesse doit être limitée à un âge donné. Moi, je n'ai pas fait de frontières pour limiter l'âge de la jeunesse. Mais en fait, la jeunesse, c'est dans le mental. Qu'est-ce que vous pensez, malgré votre âge, qui puisse expliquer que vous avez l'esprit jeune? C'est ça le plus important. Et sur cette base-là, tous ceux qui vont penser quelque chose qui puisse aller dans le sens de la jeunesse sont les bienvenus. Voilà tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. Bien sûr. Pour revenir maintenant sur l'avenir de la démocratie au Bénin, vous, société civile, qu'est-ce que vous en pensez sur l'avenir de cette démocratie après autant de réformes dans le pays, la tentative de coup d'État? Les pistes que nous pouvons mettre en place pour régler le problème de la démocratie au Bénin, c'est d'abord d'essayer de restaurer l'image de la vitrine démocratique et d'améliorer la protection des libertés individuelles. Plusieurs leviers sont à actionner. D'abord, réformer les lois restrictives. Nous avons à relire et à adapter le code numérique. La loi sur l'embauche, le jeune en a parlé tout à l'heure, les jeunes. L'embauche, la loi sur l'embauche. Et celle encadrant le droit de grève, afin de les mettre en parfaite conformité avec les traités internationaux ratifiés par le Bénin. Nous avons à garantir l'indépendance de la justice en limitant l'influence de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature et veiller à ce que la criette ou toute autre juridiction ne serve pas d'outil de répression politique. Nous avons à ouvrir le dialogue politique inclusif en organisant des assises ou autres rencontres, mouvances, opposition, société civile, pour convenir des règles électorales consensuelles. Le mot consensuel est dans notre constitution. Il faudrait faire quelque chose avec. Une fois qu'on aurait fait ça, on va essayer de protéger les défenseurs des droits humains et les journalistes, de faire en sorte que nous allons dépénaliser pleinement les délits de presse, y compris les délits de presse, la presse en ligne, et cesser les arrestations perçues comme arbitraires pour délit d'opinion. Enfin, nous allons renforcer le rôle de la société civile en impliquant davantage les OSC dans la conception et l'évaluation des politiques publiques, au lieu de les percevoir comme des adversaires politiques. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là que vous avez soulevé. Dernière question, Jean-Baptiste Elias, sur la question des droits humains, vous l'avez évoqué légèrement. Alors vous soulignez tantôt qu'on a noté de nombreuses arrestations dans le pays, souvent de voix critiques. Comment justement élargir l'espace civique? Comment avoir plus de liberté dans l'espace civique dans le pays? D'abord en revoyant les lois qui sont en vigueur, en permettant à ce que la liberté d'expression puisse être au rendez-vous, en faisant en sorte que ceux qui ont leur opinion ne soient pas poursuivis, ni mis en prison ou conduits à l'exil, toutes choses qui vont permettre à ce que nous respectons les traités, conventions et autres protocoles que le Bénin a signés et ratifiés, et que nous puissions donner une bonne vitrine à la démocratie béninoise vue de l'extérieur. Alors, je vous donne maintenant la parole, Nelly Dodjinou. Quelle est la place des femmes que vous voulez voir dans la démocratie béninoise après le 12 avril? La place des femmes, c'est d'abord continuer toujours par se renforcer.
Parce que ce procès fait toujours à la femme de ne pas pouvoir donner le meilleur d'elle-même quand les hommes sont passés. Vous savez, on est dans un système où on en demande plus encore avant que la femme ne puisse jouir pleinement de ses droits et compétences. La place de la femme béninoise, c'est aussi de s'impliquer davantage en ce qui concerne la gouvernance de son pays. Par quel mécanisme? Il y en a plusieurs. C'est à vous de voir si c'est par le militantisme politique ou si c'est par le militantisme citoyen. Dans la citoyenneté, il y a beaucoup d'actions à mener. Il y a beaucoup de travail à faire parce que le désintérêt que l'on observe sur la scène politique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit travailler à ce que l'espace politique ou public soit vivable à ceux qui peut-être ont des opinions contraires. Avoir des opinions contraires n'est pas être contre sa nation. C'est de dire, moi j'ai un autre point de vue par rapport au sujet et je vous fais telle proposition. Et travailler chaque femme là où elle va se retrouver, peu importe que ce soit des institutions étatiques ou des institutions de la société civile ou même dans l'entrepreneuriat féminin, c'est que nous devons nous dire que nous sommes la cheville ouvrière, nous sommes le pilier de cette nation et que notre leadership doit être partout. Et il ne sert à rien de rester en arrière, de dire oui, la politique c'est la chose des hommes, c'est vrai. Ils sont toujours là. Ils étaient là avant nous parce que c'est tout récemment que nous avons eu le droit de vote. C'est tout récemment que nous avons travaillé pour celles qui étaient avant nous pour avoir certains droits. Mais dans l'espace démocratique, il faut qu'elles s'imposent. Il faut qu'elles donnent de la voix. Il faut qu'elles disent à la face du monde leurs problèmes, les propositions et mener des actions de façon concrète. On veut promouvoir la femme, certes, mais on veut promouvoir la femme compétente. On veut promouvoir la femme qui a du contenu. On veut promouvoir la femme qui, malgré ses multiples obligations, s'intéresse à la chose publique. Je voudrais aussi dire que le septennat qui vient soit des années où nous allons nous projeter. L'avenir de nos enfants est important. Nos enfants qui sont en bas âge, nos fillettes qui se font agresser au quotidien. Cela voudra dire que nous, femmes d'aujourd'hui, nous avons une lourde responsabilité de rééducation, d'éducation et de rééducation de nos enfants, garçons et filles. Parce que nous sommes mères des deux sexes. Il n'y a pas un combat à mener contre le sexe masculin. Il y a un combat à mener avec le sexe masculin pour que les pédocriminels et psychopathes qui sont incrustés dans nos communautés cessent de faire de ravages. Et en tant que femmes, nous devons nous battre pour l'avenir de nos enfants jeunes qui étudient aujourd'hui. Quelles sont les études qu'ils sont en train de faire? On doit pouvoir, dans nos positions, que ce soit administratif, que ce soit dans nos bureaux et que ce soit dans nos maisons, parce que nos autorités sont également dans nos lits. De temps en temps, que chaque femme dans sa posture de femme, d'épouse ou de responsable puisse souffler à l'oreille du décideur, de l'autorité que telle chose concernant notre jeunesse, l'avenir de notre jeunesse, il faut que nous travaillions sur tel levier pour que nous ayons des résultats. Je vous remercie. Je vais vous donner maintenant la parole, Arthur. On va justement terminer par vous, Arthur. Est-ce que vous voulez voir les jeunes au devant de la scène politique? Comment faire justement pour que les jeunes soient de plus en plus au devant de la scène politique? On parlait tantôt des programmes pour les jeunes, on parlait de ces présidents qui sont dans la quarantaine, qui arrivent de plus en plus au pouvoir dans la région ouest africaine. Ces dirigeants qui sont dans la quarantaine, qui gouvernent de plus en plus dans nos États, dans la région ouest africaine. Pour le cas du Bénin, qu'est-ce que vous voulez voir dans votre pays après l'élection présidentielle du 12 avril? Comment vous voulez voir les jeunes être traités désormais? Quelle place voulez-vous pour vous, jeunes, dans la démocratie béninoise après le 12 avril? Comme tout jeune, naturellement, je voudrais que les jeunes puissent être beaucoup plus devant la scène
politique. On l'a dit, que ça, si éventuellement c'est le candidat de la mouvance qui est élu ou encore le candidat de l'opposition modérée, l'un mis dans l'autre, celui qui vient quand même, c'est un jeune et donc c'est déjà un bon début qu'un jeune préside notre République. Et je voudrais que les jeunes soient davantage au cœur des décisions, au cœur des scènes en fait. Je voudrais voir une jeunesse leader, une jeunesse accomplie, une jeunesse qui a envie d'apporter sa force, son énergie, sa capacité intellectuelle, son savoir-faire, on est d'accord, à l'œuvre de notre pays. Et pour ma part, je pense, ou j'ai la conviction que ça sera fait, parce que ça c'est un peu une digression, j'ai un sixième sens un peu élevé, et donc je pense bien, que dorénavant, le Bénin sera un exemple en termes de leadership de jeunes. Pourquoi pas dans les prochaines années ou dans les tout prochains mois. On va voir un gouvernement où il y a plus de 75% de jeunes. Voilà, ministre de temps jeune. Je pense que c'est tout le mal que je souhaite pour mon pays. Et justement, comment faire ce monitoring aussi du respect des promesses des dirigeants concernant justement toutes les promesses faites aux jeunes? Comment faire ce monitoring-là? Comment s'engager à ce que effectivement cette place-là soit donnée aux jeunes au-delà des promesses de campagne? Non, mais si on le veut ou non, ça c'est une vérité universelle, c'est un secret de polichinelle. Tout candidat depuis, je vais dire, le début du commencement, les candidats ne respectent pas tout ce qu'ils disent pendant les campagnes électorales. Ça c'est connu, ça toute personne ayant, je vais dire, une certaine expérience, c'est que voilà, le candidat il dit ce qu'il veut pour que vous puissiez justement voter pour lui. Maintenant, il faut qu'on arrive justement à mettre le pied sur l'essentiel, sur ce qui est primordial pour notre pays, pour notre nation. Nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on doit faire pour amener justement le candidat à pouvoir faire ce qu'il a dit ou à pouvoir faire ce qu'il a envie de faire pour nous, jeunes? C'est déjà de commencer par établir des associations de jeunes. Je pense qu'on en a déjà commencé avec plusieurs mouvements en République du Bénin. Je pense que tous ces mouvements-là ont quand même, je vais dire, une certaine notoriété, une certaine flexibilité à pouvoir faire passer leur voix. L'un mis dans l'autre, je pense que ce que 1, 2, 3, 4, 5 personnes disent, à un moment donné, ça va sans doute entrer dans l'oreille du décideur et il n'a pas d'autre choix que en griffe d'obtempérer. On arrive donc au terme de cette discussion consacrée à l'élection présidentielle au Bénin. Le vote, c'est ce 12 avril 2026, ce dimanche, plus que quelques heures avant la fin de la campagne électorale. Je vous le rappelle encore, 2 candidats sont en lice. Romuald Wadani, d'un côté, candidat du pouvoir, et de l'autre côté, Paul Fungpe, candidat de l'opposition dite modérée. Les FCBE, les Béninois qui attendent donc beaucoup de ces dirigeants et les Béninois qui s'interrogent sur l'avenir de leur pays après l'élection présidentielle de ce 12 avril. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également à tous nos invités. Jean-Baptiste Elias, acteur de la société civile, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Nelly Dojino. Vous êtes engagée sur les questions de leadership féminin, de démocratie, de gouvernance. Vous êtes également juriste. Merci beaucoup, Nelly Dojino. Merci, c'est moi. Merci également à vous, Arthur Togba. Vous êtes jeune, vous vous intéressez justement à la vie politique démocratique et à la gouvernance de votre pays, le Bénin. Merci, Arthur.